bienvenue dans cet amphithéâtre au ministère de la Santé, bienvenue aux 20 ans, à l'édition des 20 ans de l'Université de la Terre, un événement qui est organisé en partenariat avec l'UNESCO et pendant 2 jours, puisque c'est le tout début, la première conférence, là vous l'inaugurez, vous allez pouvoir assister à plus de 60 tables rondes, écouter 250 intervenants prestigieux, tout ça pour réfléchir aux grands défis à relever pour la planète, pour le vivant, pour la cohésion sociale. Et nous allons commencer tout de suite, tous ensemble ce matin, avec cette conférence intitulée Jusqu'où notre santé dépend-elle de celle de notre planète ? Une conférence sur le thème du One Health, un concept que nous allons développer ici. Je suis Edwige Coupez, je suis journaliste, je suis modératrice, je suis écrivaine et je travaille sur le sujet de la santé globale, finalement, depuis une dizaine d'années. Je suis ravie d'animer cette conférence qui se fait en partenariat avec la Fondation Une santé durable pour tous et qui s'inscrit dans le cadre de la thématique de l'édition des 20 ans qui est Nature égale futur. Voilà sur quoi nous allons réfléchir pendant 2 jours. Alors, nous allons tenter de comprendre ce matin les liens qu'il y a entre les 3 santés, finalement. La santé humaine, la santé animale et la santé de la planète. Comment, par exemple, la déforestation, en plus de libérer d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère, perturbe les écosystèmes et augmente aussi les risques de transmission de maladies entre les animaux sauvages et les humains. Ou encore comment l'utilisation excessive des pesticides en agriculture, alors certes augmente la production alimentaire, mais pollue aussi nos rivières, nos sols et contribue à la perte de la biodiversité, etc., etc. On va en parler de tout ça pendant 1h30. Et pour comprendre les liens étroits entre ces 3 santés, j'appelle les 4 intervenants de cette conférence. Benoît Miribel, président de la Fondation Une santé durable pour tous. Bonjour Benoît, bienvenue. Anne Sénéquier, médecin, psychiatre et chercheur en santé et environnement. Serge Morand, qui est écologue et biologiste de l'évolution. Et Anne-Françoise Berton, vétérinaire, conseillère. Installe-toi ici, Serge, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et Anne-Françoise Berton, vétérinaire, conseillère One Health à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin ici au ministère de la Santé. Alors, pour vous donner un petit peu le cadre, nous avons 1h30, allez, un petit peu moins parce qu'on a commencé avec 5 minutes de retard, mais nous avons globalement 1h30 devant nous, 1 heure d'échange à peu près entre tous ces intervenants que je vais faire dialoguer entre eux. Et puis ensuite, ce sera à vous. Il y aura un temps d'échange. Vous pourrez poser vos questions à chacun des intervenants. Donc, si au cours de la conférence, il y a des idées qui vous viennent, des questions qui vous viennent, notez-les sur un petit bout de papier. Comme ça, vous pourrez les poser à la fin. On fera circuler un micro. Voilà, j'ai posé le cadre. Merci à tous. Et puis, nous allons donc commencer. Déjà, j'aimerais qu'on s'interroge sur ce que c'est que cette fameuse définition du One Health. De quoi on parle ? C'est important, je pense, qu'on puisse savoir qu'on parle tous la même chose. Et donc, je cherche mon stylo, voilà, je l'ai trouvé, je l'ai posé sur mon siège. J'aimerais on va faire un premier tour de table et qu'à travers cette définition finalement du One Health, on puisse comprendre vos différentes approches et puis dresser un état des lieux de la situation actuelle. Alors, on va commencer avec vous, Serge Morand. On va parler avec vous, Serge, plus particulièrement, de la biodiversité. Et là, je vous laisse faire un constat. Vous allez voir, le début de la conférence va être peut-être un petit peu difficile à entendre. Voilà, on ne va pas entendre que des choses très réjouissantes. Allez, Serge, je vous laisse la parole. Merci. Alors, merci à tous et à toutes pour être ici. Et oui, c'est vrai que le constat n'est pas des meilleurs, quoi. En fait, on est face à une véritable crise de la biodiversité, une extinction de certaines espèces qui sont en cours, une réduction des tas de population, et en quoi finalement ça impacte notre santé. Alors ça impacte déjà le fonctionnement des écosystèmes, ça impacte après directement notre santé. On sait qu'on a besoin de relations à la nature, et cette relation à la nature peut être menacée, quoi. Donc, on le voit bien avec les maladies infectieuses émergentes, quoi. C'est vraiment le cas vraiment fort, de manière assez
un peu incroyable, hein, au moins en tout cas étonnante au départ. Si on regarde le lien entre biodiversité et maladies infectieuses, la diversité des maladies infectieuses est carrément associée avec la diversité biologique. Quand on regarde dans un pays, le plus de biodiversité, le plus de répertoration de maladies infectieuses chez les humains. Donc on pourrait se dire, si on perd la biodiversité, tant mieux, hein, parce qu'on va perdre un peu tous ces pathogènes. Mais finalement, quand on regarde les données de façon différente, quand on regarde les épidémies de maladies infectieuses ou les émergences, là on se rend compte par contre que ces épidémies ou ces émergences augmentent avec la perte de biodiversité dans un pays. Donc tout se passe comme si en fait cette perte de la biodiversité, ce n'était pas simplement que des espèces, qui c'est dramatique pour des gens surtout moralement, aussi des gens comme moi qui travaillent depuis très longtemps en termes de conservation, mais ça a aussi un effet direct. Alors pourquoi ? Parce que la biodiversité, ce sont des interactions. C'est des interactions qui sont de prédation, qui sont de compétition. Et quand on perd de la biodiversité, on perd d'abord des compétiteurs, on perd aussi des prédateurs. Et tous ces prédateurs qui finalement permettent une régulation relativement bonne, je dirais, des communautés, notamment des réservoirs et des vecteurs de maladies infectieuses. Donc finalement, on les libère complètement. Et avec une simplification des écosystèmes, une simplification, je dirais, des environnements, ce qu'on appelle souvent des anthropo-écosystèmes je dirais, très simplifiés, il y a toujours de la biodiversité, mais une biodiversité qu'on n'aime pas beaucoup, c'est-à-dire une biodiversité remplie de pestes agricoles, remplie de pestes dans les villes. Je pense aux rongeurs. Alors on dit pestes, hein, mais je travaille sur les rongeurs, donc pour moi, c'est des animaux très jolis et très, très intéressants, très intelligents. Mais par contre, évidemment, quand ils deviennent hors de contrôle, c'est là qu'on commence à avoir de gros soucis, et notamment d'épidémies. Donc c'est un peu ça, ce lien-là, c'est finalement de fonctionnement. Et la biodiversité, c'est finalement ce qu'on appelle maintenant, l'UNESCO, les services rendus par la nature, des services gratuits. Des services pour la pollinisation, des services pour la régulation du climat, des services pour la régulation de l'eau, la qualité de l'eau, et des services de régulation pour la santé. Serge, je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui sont ici dans cette salle ce matin. Est-ce qu'on peut donner un exemple très concret de ces interactions que vous avez décrites au niveau de la biodiversité et qui n'existent plus quand il y a une perte de biodiversité? Si on prend, je ne sais pas, un exemple, alors on prend le moustique, ou est-ce qu'on prend... Voilà. J'en prendrai deux pour montrer aussi ces interactions souvent qui sont un peu compliquées et qu'on ne voit pas immédiatement, quoi. Il y a eu des émergences aussi qui ne concernent pas simplement le Covid-19, le SARS-CoV-2, qui ne concernent pas simplement maintenant aussi la grippe aviaire qui affecte profondément les États-Unis et leur système d'élevage et la faune sauvage. Mais je prendrai l'exemple d'émergence de maladies fongiques. Fongiques déjà chez les amphibiens, donc qui s'est passé en Amérique centrale il y a quelques années déjà, qui a conduit finalement à une disparition de certaines espèces, une extinction. Et finalement, avec le recul, quand mes collègues du Mexique et du Costa Rica ont commencé à regarder quels ont été les faits, en fait, la corrélation qui est la meilleure, c'est l'augmentation des cas de malaria, de paludisme. Pourquoi ? Parce que les grenouilles, quand elles sont surtout au stade tétard, participent de la régulation des larves de moustiques. Et donc, on a cette corrélation qui se fait, c'est-à-dire il n'y a plus de contrôle et hop, on reprend des épidémies de malaria et l'impact sur les populations humaines. L'autre exemple, c'est un exemple récent qui a été publié il y a quelques mois dans la revue Science sur une autre épidémie, une émergence de maladies fongiques, mais cette fois chez les chauves-souris. Chauves-souris américaines, ce qu'on appelle la maladie du nez blanc, où en fait les populations de chauves-souris déclinent, ne sont pas encore en danger d'extinction, mais déclinent fortement. Et là, il y a une perte aussi de régulation, parce que les chauves-souris, ce n'est pas que des réservoirs de pathogènes. Ils ont un rôle très important dans le fonctionnement des écosystèmes, et notamment dans la régulation des insectes. Là, qu'est-ce qu'on s'est montré ? C'est que ce rôle qui était service, et notamment au niveau de l'agriculture, en régulant les pestes agricoles, les fermiers américains ont augmenté, et là c'était clair, augmenté l'utilisation des pesticides. Et cette utilisation des pesticides a été montrée avec l'augmentation des impacts sur la santé des enfants aux États-Unis, quoi. Donc on voit que finalement c'est cette vision un peu globale qu'il faut avoir, un peu systémique, directe ou indirecte. Et la biodiversité, c'est ça qui nous aide aussi à penser, parce que ça nous aide à penser système et interaction.
Voilà, donc effectivement, ces relations très, très larges à prendre dans leur considération globale. Merci Serge. Je me tourne vers vous, Anne-Françoise Berton. Donc vous travaillez à l'ANSES, on l'a dit, et vous êtes spécialiste de la stratégie One Health à l'ANSES. Et du coup, même question que pour Serge finalement. Alors avec vous, on va faire un focus sur l'eau, mais avant, vous allez nous expliquer comment vous vous emparez de ce concept du One Health à l'ANSES. Merci beaucoup pour l'invitation et merci d'être venus si nombreux et aussi quand je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, je trouve que c'est très encourageant. D'ailleurs, l'ANSES n'est pas forcément connu, donc je vais dire quelques mots sur l'activité de cette agence. En fait, on a la chance en France d'avoir une agence que j'appellerais l'agence de toutes les santé. Ou de tous les risques, l'agence touriste si vous préférez, puisque le rôle de l'ANSES, c'est de faire de la recherche et de donner des avis d'experts sur tout ce qui touche en fait à votre quotidien, c'est-à-dire aussi bien la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation et les risques de toxi-infection éventuels quand vous mangez quelque chose, la santé des animaux, donc notamment la grippe aviaire, bien sûr, et puis bien sûr la santé humaine par l'intermédiaire finalement de tout ce cycle de consommation de l'eau, des végétaux, des produits, des denrées alimentaires d'origine animale, mais aussi la santé au travail avec l'air qu'on respire, par exemple ce qu'un livreur de pizza Deliveroo va respirer quand il va aller d'une maison à une autre. Et donc on définit des paramètres sanitaires, des valeurs de référence, des seuils maximum autorisés de pesticides ou de PFAS dans l'eau, enfin tout ça, tous ces sujets un peu médiatisés actuellement, c'est la responsabilité de l'ANSES ainsi que la mise sur le marché, l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires, donc des pesticides, des engrais pour l'élevage, des matières fertilisantes et de tous les médicaments vétérinaires. Et bien sûr, on travaille avec nos partenaires de santé humaine, comme le ministère qui nous accueille et Santé publique France, pour corréler tout ce qu'on observe avec la santé des humains. Et donc voilà, une fois qu'on a dit ça, finalement, One Health, comme je vous l'ai dit, c'est de la multidisciplinarité. Tout est lié, aussi bien effectivement toutes les substances que j'ai citées, mais on a une matrice qu'on retrouve partout, c'est l'eau, puisqu'elle unifie du sol à la plante, à l'aliment, à la boisson, à la baignade, et donc les politiques publiques. Qu'est-ce qu'on décide de faire au niveau sanitaire, au niveau circuit d'accès à l'eau, quelle est la politique de baignade, est-ce qu'elle est autorisée, quelle est la politique de consommation des huîtres et des coquillages et des poissons. Donc on travaille sur tous ces sujets-là et donc on a trouvé que l'eau était la matrice One Health essentielle. Donc là, on sort du salon de l'agriculture, on a passé une semaine à travailler sur l'eau, ses vertus, les risques et comment préserver cette ressource, et en quantité et en qualité. Et l'ANSES fait ce travail-là, mais pas toute seule. Elle le fait avec toutes les autres agences sanitaires, comme l'Office français de la biodiversité, qui est sponsor de cet événement, mais aussi le Bureau des recherches géographiques et minières, qui travaille sur les nappes phréatiques, mais aussi les agences comme l'ADEME sur la politique territoriale. En fait, on est partenaire et donc une de mes missions, c'est aussi de créer un hub national pour que les acteurs travaillent ensemble au niveau national, mais aussi au niveau international, parce qu'on a des agences qui font la même chose que nous, en Allemagne, en Angleterre, en Europe, partout, et aussi outre-Atlantique. Bon, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment aux États-Unis, mais on ne peut pas raisonner One Health tout seul. C'est vraiment de la multidisciplinarité. Et pour revenir spécifiquement à l'eau, pour vous donner quelques exemples concrets de ce qu'on fait, alors on peut voir l'eau de plusieurs manières. On a l'eau sentinelle, donc on a travaillé sur le développement notamment de la recherche du Covid dans les eaux usées
comme manière de voir si les épidémies allaient reprendre. Donc, une semaine avant un pic de Covid, on pouvait le détecter dans l'eau. Donc, on a développé des méthodes de référence pour tous les laboratoires d'analyse sur le Covid. On fait la même chose sur la polio, parce qu'il y a une réémergence aujourd'hui de la polio, en particulier en Guyane, mais dans d'autres endroits. Donc, l'eau, ça peut être une sentinelle sanitaire. Bien évidemment, c'est un substrat dont on a besoin pour vivre. Donc, on travaille sur l'eau et les végétaux. Donc, les conséquences du réchauffement climatique sur les végétaux, qui créent finalement comme des embolies pulmonaires dans les arbres qui vont se dessécher, et une maladie qu'on appelle la maladie de la suie, notamment sur les érables, qui dépérissent et qui en plus est un champignon, comme disait Serge, une maladie fongique, et qui en plus est toxique pour l'homme. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre le réchauffement climatique, l'eau, la forêt et la santé humaine. Et bien sûr, on surveille de près les eaux salées aussi, les eaux de mer, qui, avec le réchauffement climatique, ont un taux en oxygène qui diminue et une salinité qui augmente. Et tout ça permet à beaucoup plus de virus de se développer et d'atteindre les poissons. Donc on a notamment une nouvelle épidémie qui atteint les mérous sur les côtes méditerranéennes, qui est la nodavirose. Donc ça, c'est quelque chose qui se propage. On a de plus en plus de cyanotoxines aussi. Donc vous avez dû entendre parler et des intoxications alimentaires, mais aussi des chiens qu'on a trouvés morts au bord des lacs, des algues productrices de soufre, avec des cas humains aussi, tristement. Et donc on surveille de très près finalement l'impact sur l'eau et les conséquences que ça a sur les animaux, sur la santé des humains, sur la santé de ce qu'on consomme, donc des végétaux qu'on consomme. Et bien sûr, sur l'impact sur la pêche, parce que la France est quand même un pays, on ne le dit pas assez, mais un grand pays, un grand port de pêche. Et on a de plus en plus besoin de consommer des protéines alternatives aussi à la viande. Et du coup, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'espèces exotiques de maladies virales et bactériennes qui viennent contaminer nos produits de la pêche. Vous avez tous eu effectivement à Noël, pour certains, des interdictions de consommer des huîtres, mais c'est valable aussi pour de nombreux poissons. On a des parasites, des vers comme les anisakidés qu'on retrouve et qui sont très dangereux pour l'homme. Et donc voilà, l'agence surveille de très près cette matrice eau dont on a tous besoin pour faire des recommandations sur comment préserver sa quantité et sa qualité. Merci Anne-Françoise. Donc on l'a vu, la biodiversité, l'eau, et on voit, et les deux intervenants qu'on vient d'entendre insistent beaucoup sur l'interaction entre ces différents systèmes et la nécessité donc d'avoir une approche globale de toutes ces interactions. Benoît Miribel, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes passé par l'humanitaire notamment, vous avez aussi travaillé pendant 12 ans à la Fondation Mérieux, et on parlait tout à l'heure du Covid et de ses possibles traces dans l'eau. Le Covid a été important pour vous, cette période a été importante pour vous comme un déclic en fait vers cette démarche One Health que vous avez engagée avec la Fondation Une Santé Durable pour Tous. Oui, effectivement, on s'est retrouvés, c'était il y a 5 ans, puisque je crois que c'était le 13 mars 2020, donc on est le 14, on est pratiquement à 5 ans. On arrive effectivement aux 5 ans, oui, tout à fait. 5 ans, et on s'est tous retrouvés coincés à domicile, donc on avait le temps de discuter avec les collègues divers et variés. Et donc on avait des discussions informelles en fonction des expériences des uns et des autres, des connaissances, en se disant, mais bien sûr, on savait quand même qu'on pouvait se retrouver... ça faisait des années que des spécialistes de l'infectieux disaient qu'il pouvait y avoir une montée. Donc, on ne savait ni vraiment comment elle allait surgir. Et donc, dans ces discussions, il y avait très fortement le partage de prendre du temps pour échanger, effectivement, je dirais, inter-silos, parce qu'il faut des verticalités, il faut des silos, il faut des spécialistes dans tous les domaines. Mais on se questionnait, et Serge en faisait partie des tout premiers. On était un certain nombre de personnes à l'international, avec des gens comme Ronan Khan du Bangladesh, de l'Afrique. Et on s'est dit, il faut passer de l'informel de ces discussions, et il faudrait essayer de les formaliser un peu.
Bon. Peut-être qu'il faut préciser, parce que je me dis qu'on a un public qui est particulier ce matin, travailler en silo, en fait, c'est travailler par spécialité. Et il ne faut pas que chacun des spécialistes, les vétérinaires d'un côté, les gens qui travaillent sur la santé humaine de l'autre, travaillent chacun dans leur côté. On vous a dit, il faut vraiment penser d'une manière systémique, d'une manière globale. Pardon, Oui, Benoît, je te redonne la parole. C'est bien de l'expliquer, et peut-être que Serge ou Anne-Françoise, qui est vétérinaire, pourront expliquer, effectivement, peut-être qu'on a manqué de synergie, y compris chez nous, entre les vétérinaires qui avaient des capacités diagnostiques, notamment, qu'on n'a peut-être pas utilisées. Enfin, là, on a des leçons apprises de tout ça, notamment. Donc, on avait un certain nombre de constats. Donc, en fait, l'action, et elle est complémentaire de la science, puisque là, je ne suis pas scientifique, je le précise, c'était effectivement de partir de la science, de ces données, de ces réalités scientifiques qui sont aujourd'hui, vous le voyez, au niveau international, très discutées, très challengées, avec Trump qui remet en question des tas de choses parce que c'est son opinion. Ce n'est pas fondé sur de la science, c'est son opinion. Donc ça, c'est très, très, très dangereux pour notre humanité, parce que plus le nombre de personnes vont se multiplier à considérer des opinions indépendamment des réalités scientifiques, on s'écarte de plus en plus effectivement de nos enjeux majeurs, essentiels. Alors, donc nous, ce qu'on a fait, je dirais, c'est une collectivité d'experts très divers de la science, donc de l'académique, mais des ONG, des fondations. Donc moi, j'étais du côté des fondations, des entreprises, voilà, à se dire, et c'était des personnes, au départ ce sont des personnes, ce n'est pas des institutions, des personnes qui se disent, on doit quand même tirer des leçons de tout ça. Alors effectivement, il y a certains silos qui tiennent à la nature de l'organisation de nos sociétés, et aussi de notre temps, parce que notre temps de travail, notre temps avec nos vies privées fait qu'on ne peut pas s'occuper de tout. Et je pense qu'une des grandes leçons de ce Covid pour nous, c'est d'élargir le regard, c'est-à-dire que tout le monde a un morceau du puzzle d'une solution du vivant, puisque effectivement, ça c'est une première leçon. Une deuxième, c'était que si traditionnellement le One Health, qui existe depuis très 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 longtemps, sans frontières entre les deux médecines humaine-animale, était une réalité, prise ou non en compte, hein, ça c'est une autre discussion, il nous fallait aller au-delà de cette famille traditionnelle du One Health vers la famille, parce que c'est d'autres professionnels, c'est d'autres univers à la base, biodiversité, climat, etc. Quand j'ai fait des COP dans le passé, il y avait très peu d'espace pour la santé. Il y en a de plus en plus. Voilà. Donc on le voit chaque année, ça avance. En fait, donc c'est ça. Donc le sujet du vivant, nous le savons, c'est que l'ADN, elle est dans le végétal, elle est dans l'animal et dans l'humain. Ça, c'est une donnée, voilà, on ne peut pas l'enlever, quoi. Donc forcément, les plantes invasives, qui peuvent être bénéfiques ou pas bénéfiques, parce qu'elles vont manger je ne sais pas quoi, enfin, tout ça doit se surveiller, doit s'analyser, doit se partager. Alors, pour revenir sur ce que nous avons fait comme contribution, je dirais globalement, avec cette communauté d'experts engagés dans ce forum One Sustainable Health, c'est qu'il y a une volonté de se définir un cadre un peu plus large que le One Health. Donc le One Health, c'est académique. Il y a un autre trend qui est le Planetary Health. Donc c'est tout ce qui prend soin de la planète, et c'est très important, c'est très bien. Et puis on s'est dit, mais il y a les ODD. Hein, je pense que vous connaissez les objectifs du développement durable. Il y en a 17. Le 17e, c'est faire des efforts pour travailler ensemble, ce qui est facile à dire, toujours plus compliqué à faire, mais c'est important. Et donc, on a mis dans la marmite, je dirais, ces approches-là. Le One Health, avec évidemment les animaux qui amènent 75% des affections à nous les humains, enfin toutes ces réalités, le Planetary Health et les ODD, en se disant on élargit et on regarde tout ce qui touche le vivant. Donc, il fallait, pour soutenir ce forum qui existe, qui est fait aujourd'hui de 10 International Working Group de plus de 30 pays, et qui existe, je dirais, parce que des personnes comme Serge, aujourd'hui Anne-Françoise et d'autres, enfin Anne-Françoise c'est plus récemment, mais elle le suit depuis le début aussi, mais s'engagent. Voilà, on en est là. Alors, heureusement, il y a eu des fondations qui ont soutenu ça. Il y a l'AFD, l'Agence française de développement, mais malheureusement, on y était hier et ils sont coupés beaucoup de budget avec ce qui se passe. Donc voilà, c'est pas facile. Donc c'est des personnes, mais qui commencent à faire bouger des institutions. D'ailleurs, l'ANSES a créé un poste One Health. Tout ça, donc, nous montre quoi? Et surtout pour les plus jeunes d'entre nous ici, c'est qu'on peut faire bouger des choses. Parce qu'on est responsable de tout ça. Nous, les humains, selon nos comportements, selon nos choix de société, selon les investissements qu'on fait, en fonction des connaissances, on a une capacité d'agir ou pas. Et donc, de savoir quels sont les élus que l'on va choisir au niveau communauté, local, des mairies. Il n'y a pas de fatalité.
quand j'entends qu'il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers de jeunes éco-anxieux, il faut les bouger. Il y a plein de choses à faire. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est l'objectif du forum. Et oui, on a fait donc cette fondation qui est un outil qui soutient le forum, parce que techniquement, il fallait faire quelque chose pour le soutenir. Ouais. Donc on le voit bien avec ce que Benoît vient de dire, ce besoin de travailler ensemble, et donc effectivement, après le Covid, tout ça s'organise, tout ça se construit, et donc c'est un message là qui est positif et qui donne envie. Et s'il y a deux choses à comprendre effectivement de cette Université de la Terre, c'est le besoin de s'informer. Plus vous serez informé et plus vous serez dans la compréhension de tous ces phénomènes et plus vous aurez ce pouvoir citoyen dont Benoît vient de parler. Anne Sénéquier, je vais maintenant vous donner la parole. Et, donc vous êtes médecin psychiatre, vous êtes chercheur en santé-environnement. Et j'ai un peu envie de vous poser une question un peu directe finalement. Est-ce qu'il faut faire peur ? Est-ce qu'il faut faire peur ? Comme Anne-Françoise et Serge nous ont parlé de tous ces risques qui étaient inhérents à la qualité à la perte de la biodiversité ou à la qualité de l'eau, pour finalement qu'on ait enfin une prise de conscience. Parce que où est-ce qu'on va rester dans un déni ? Voilà. Donc est-ce qu'il faut aller par la peur comme vecteur de prise de conscience ? Alors, tout d'abord, moi aussi, on me reproche souvent de faire peur, en fait. Mais ça, c'est le problème de nous, scientifiques, parce que, en fait, finalement, on va exposer des faits. Et les faits sont là, finalement. C'est une vérité fondamentale. Il y a une situation qui, aujourd'hui, n'est pas bonne. Et le rôle du scientifique, c'est de donner un énoncé clair, adapté, et qui a pour vocation de générer une bonne solution. Si l'énoncé n'est pas bon, on va se diriger vers une maladaptation, ou ce que moi j'appelle une solution pathogène, une solution qui résout la problématique en silo, mais qui va générer aussi le problème de demain. Donc c'est ça cette problématique. Donc les scientifiques n'ont pas pour vocation à faire peur, qu'on le dise. Par contre, cette peur, elle est présente et elle est ressentie effectivement. Et non, clairement, cette peur, elle a plutôt cette tendance à être sidérante, à être dans l'immobilisme. C'est absolument pas une force positive et pérenne. Et là, dans ce genre de défi, et on le voit bien, nature égale futur, on a besoin d'une solution pérenne. On a besoin de mobiliser une émotion dont on ne cherche pas à se débarrasser dès qu'il y a l'occasion ou dès qu'il y a une peur plus grande, comme par exemple un conflit aux portes de l'Europe qui menace de venir jusqu'à nous. Donc, on a besoin effectivement de générer autre chose. Malgré tout, en fait, cette psyché humaine, elle ne nous aide pas parce qu'on attend souvent que la problématique émerge et vienne nous impacter au quotidien pour pouvoir se mobiliser. Et on l'a vu finalement, toutes les grandes gouvernances environnementales partent d'un scandale environnemental. On a la Convention de Minamata qui est là sur la régulation du mercure, qui vient d'un empoisonnement de 36 ans d'une baie au Japon à travers le mercure et qui a généré justement des problèmes environnementaux toujours présents aujourd'hui, des malformations chez des enfants, de multiples décès. Je crois qu'ils en sont à 20 000 reconnus aujourd'hui, et non 20 000 en vrai. Donc ça a amené justement à cette régulation. Il y a aussi l'histoire de ce cargo qui partait des États-Unis pour essayer de se débarrasser de ces engrais qui en fait étaient clairement des cendres toxiques qui n'ont pas été acceptés dans les Caraïbes, qui n'ont pas été acceptés en Asie, en Afrique, en Europe. Et finalement, 2 ans plus tard, on a retrouvé ce même cargo avec un nom différent, avec des cales vides. Et finalement, il s'avère que la cargaison a été coulée entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Ce scandale-là, environnemental, est à l'origine de la Convention de Bâle, justement, qui va réguler le transfert des déchets toxiques ou des déchets tout court, justement, entre les différents pays. On a pareillement Montréal, le protocole de Montréal, qui régule justement les gaz qui vont impacter notre couche d'ozone. Et là aussi, on a attendu de véritablement constater que ça devenait problématique, ce trou de la couche d'ozone, pour enfin se mobiliser là-dessus. Donc, non, la peur n'est pas une bonne idée, mais malgré tout, on attend toujours d'arriver jusqu'au point où on est un peu au bord du fossé, du précipice, pour se dire, tiens, il faudrait avancer un petit peu. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de faire du lien entre une connaissance et un ressenti aussi qui parle à chacun d'entre nous. Alors,
comme on est encore une fois à les trébords du précipice, ce changement climatique, ces limites planétaires, aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire c'est en 2100, ça sera là-bas. Souvent, il y a une dizaine d'années, c'était comme ça qu'on présentait les choses. Donc aujourd'hui, c'est assez facile pour chacun d'entre nous de pouvoir connecter ce qui se passe dans notre environnement, ici, en France, dans nos campagnes ou même dans nos villes, et de faire de liens justement avec notre affectif finalement. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Et au-delà de ça, je pense que c'est aussi important dans la façon dont on communique, de faire du lien justement entre les différents liens. Et c'est vrai qu'on travaille souvent en silo, c'est vrai, mais dans les médias, on parle aussi souvent en silo. Je pense notamment aux limites planétaires. Alors pour les jeunes qui sont là aujourd'hui, les limites planétaires, c'est un concept qui a été conceptualisé en 2009 par le Stockholm Resilience Center. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, hein, mais en tous les cas, là, on a mis des chiffres et une nomination dessus. Ce sont 9 limites qu'il ne faudrait pas dépasser pour changer notre environnement. Alors, il y en a une que l'on connaît tous, c'est le changement climatique. Le deuxième, la perte de la biodiversité, l'acidification de nos océans, la modification du cycle de l'azote et du phosphore, là on parle des sols, le changement d'utilisation des sols, des terres, c'est-à-dire toute la déforestation, la transformation de l'Amazonie en champs ou en zone urbaine, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, pollution atmosphérique, la diminution de la couche d'ozone, les nouvelles entités dans la biosphère, ça c'est toutes les pollutions, plastiques, polluants chimiques, PFAS et compagnie. Et, j'en ai oublié un. C'est la grande oubliée dont vous parliez effectivement, ce sont les limites sanitaires. Alors, oui, ça c'est la 10e, effectivement, c'est celle que j'aime ramener au milieu parce que finalement, ces limites-là, elles nous disent il ne faut vraiment pas aller là-dessus parce que sinon, la Terre ne va pas s'en remettre. La Terre va s'en remettre, mais il y a une problématique, c'est que nous petits hommes qui n'avons que 250 000 ans d'évolution, alors 7 millions d'années si on prend les pré-hominidés, mais nous, sapiens, on n'a que 250 000 ans d'évolution. La Terre a un truc que nous n'avons pas, c'est le temps géologique. Nous avons une vie c'est 100 ans. Et on n'a clairement pas la possibilité de vivre correctement dans un monde à 4 degrés. Nous n'avons clairement pas la possibilité de vivre dans un océan plus acide qui représente quasiment à 30% de nos capacités d'avoir des protéines. Donc oui, il y a ce besoin finalement d'avoir une connaissance aussi transversale et de lier justement avec notre ressenti émotionnel pour générer une force positive et constructrice. Et on y reviendra parce qu'effectivement, je suis bien d'accord, tous ces jeunes éco-anxieux, mais on en reparlera, je pense, à la fin. Il y a moyen de les mobiliser et d'en faire une force, mais attention à ne pas seulement compter sur la jeunesse, parce que c'est aussi très simple de remettre tout ça sur les jeunes vont s'en occuper. Donc non, c'est comme d'aller délocaliser la pollution. Ce serait pas juste, effectivement. Merci à tous pour finalement ce constat, cet état des lieux que je vous avais dit un peu négatif, mais il était nécessaire. Il faut qu'on aille un peu plus rapidement, et je le dis pour nous tous, parce qu'effectivement l'heure tourne, et voilà, et j'ai encore envie d'aborder certains points. Donc raccourcissons mes questions et vos réponses. Donc maintenant qu'on a fait ce constat, je voudrais qu'on voit comment on peut changer de modèle de société. Et on l'a dit, on a tous notre rôle à jouer là-dedans, mais pas que. Serge Morand, je reviens vers vous. Qu'est-ce qu'on préconise pour qu'on puisse protéger la biodiversité? Est-ce que conserver la biodiversité, finalement, c'est suffisant? Et si ce n'est pas suffisant, vers quoi il faut aller? Vaste question, donc il va falloir faire assez rapidement. Et répondre rapidement. Voilà, c'est le challenge impossible. Voilà. Donc, deux aspects, c'est vrai aussi, c'est notre lien avec la biodiversité et la façon aussi les gens voient la conservation. On a deux grandes, je dirais, philosophies même, puisqu'on a des philosophes derrière, qui disent on peut vivre ensemble, et d'autres qui disent on ne peut pas vivre ensemble, il faut se séparer. Donc certains sont pour une conservation relativement forte, dire que finalement il va y avoir des espaces protégés complètement, on va vraiment mettre le paquet là-dessus, essayer d'aller, voilà, essayer d'aller jusqu'à 30% potentiellement d'espaces protégés, et puis le reste, faites-en ce que vous en voulez, quoi. Donc je pense que c'est complètement aussi illusoire avec la vision, je dirais, des limites planétaires, quoi. Et puis il y a l'autre philosophie, mais avec aussi des chercheurs derrière, qui dit non, il faut que finalement
réapprendre pratiquement, à réapprendre à vivre ensemble. C'est-à-dire comment vivre ensemble et trouver les meilleures solutions. Alors c'est ça aussi qui m'a un peu amené à changer un peu mon travail de terrain, mon travail, où justement j'étais dans une phase au départ plutôt sur le constat et plutôt de faire tout le constat, ça va mal et quelles sont les dégradations d'environnement, qu'est-ce qu'il y a comme impact au niveau d'une santé partagée, une santé One Health, et plutôt de me retourner. Et j'avoue que j'avais vraiment... je commençais à plus pouvoir faire ce genre de choses, parce que j'étais en phase même d'anxiété par rapport à Jean-Antoine. Donc partir sur des solutions. Déjà sur des solutions, je pense que Benoît nous en a parlé, ou l'ANSES nous en a parlé, finalement, d'avoir les bonnes solutions, les bonnes pratiques au niveau mondial. Je pense qu'au niveau urbain, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment, et y compris en France, notamment avec la ville de Lyon, qui a mis en place le réseau Ville Santé, Ville One Health, et notamment avec un réseau Urbact, donc de mieux penser finalement les infrastructures vertes dans les villes, avec la question de dire est-ce qu'elles sont toujours bonnes d'un point de vue aussi santé, mais finalement je pense qu'on peut aller vers des solutions qui sont de vivre avec de la biodiversité en ville, mais en même temps d'en profiter pour notre bien-être mental et notre bien-être social, y compris notre bien-être social. Et puis là, j'ai vraiment travaillé depuis quelques temps maintenant, depuis pratiquement 2-3 ans, et on monte en puissance, c'est surtout sur les communautés forestières. Donc, c'est-à-dire travailler sur un exemple vraiment intéressant et avec les communautés locales en Asie du Sud-Est, où la Thaïlande a reconnu, mis dans sa constitution, le système même de forêt communautaire. C'est-à-dire il y a une reforestation, soit des forêts traditionnelles, une reforestation, mais ce sont des véritables communs. C'est-à-dire que ce sont les communautés qui ont la gestion et qui, en même temps, doivent mettre des règles d'usage et d'accès, y compris des règles de punition. Donc on se retrouve vraiment avec notre grande économiste qu'on a perdu, Eleanor Elmstrom, parlait sur justement la gestion des communs. Et là, on est en train de travailler là-dessus. C'est comment une bonne reforestation est intéressante d'un point de vue biodiversité, fonctionnement, refaunation. Donc on met des pièges photographiques, on met aussi des enregistreurs de son, on a des gens pour faire un peu des drones avec des lidars. Donc c'est un peu technologique, assez toujours très intéressant, parce qu'on a des jeunes qui viennent nous travailler avec nous et qui sont qu'on leur donne un peu les capacités de développer d'appliquer finalement des solutions, y compris techniques, de ça, ou de l'ADN environnemental, mais surtout aussi travailler avec les communautés pour voir quels sont les bienfaits finalement de bien-être, mais aussi finalement les bienfaits de santé, y compris de santé de maladies infectieuses. Parce qu'on a réussi à démontrer que quand ça se dégrade, quand on perd la biodiversité, on a des problèmes, finalement, d'avoir une refaunation, une reconstruction de la biodiversité, ça devrait aller mieux. Et donc, c'est sur ce travail-là qu'on a fait beaucoup plus positif. Et j'avoue que de voir plein de photos comme on a pu avoir, ou de choses comme ça, on voit une refaunation, on voit des animaux comme le pangolin, des ours asiatiques, des choses sur nos caméras, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et sachant que les gens localement disent oui, tout à fait, on les chasse aussi, mais voilà, on peut les chasser. Il ne faut pas faire du trafic, on peut les chasser, on peut vivre avec. Et c'est finalement de s'inspirer du se vivre avec, comme étant en fait une des solutions, vivre avec la nature. Et partager en fait l'espace avec la nature. Ça paraît finalement très simple et plein de bon sens quand on vous écoute, et ça c'est plutôt encourageant. Et c'est ce que vous dites, et c'est votre philosophie, vous l'avez très bien dit au départ, votre philosophie c'est le partage de la terre, le partage de ces espaces, et le One Health finalement vient du local, vient de ces initiatives, vous parlez d'initiatives communautaires, mais ça vient du local. Et là, je me tourne vers vous, Benoît Miribel, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez donc constitué ce forum OSH avec des groupes de travail à l'international. Donc vous, finalement, le One Health, à travers ce forum, a pris une dimension tout à fait internationale, mais vous rejoignez quand même, Serge, dans les questions que se posent les gens de tous les pays qui rejoignent le forum. C'est ce que vous me disiez quand on a préparé cette conférence. Oui, rappelons que Serge est un des piliers du forum, donc on se rejoint forcément. Il est à la base de ce forum avec d'autres experts divers et variés. Ce qu'on a vu dans nos échanges, c'est qu'aujourd'hui, sur pratiquement tous les coins de la planète, des hommes, des femmes, des enfants sont confrontés à la même réalité. Alors, voilà, qu'on soit en Afrique, en Amérique latine, on travaille avec l'Institut Osvaldo Cruz, le Bangladesh. Serge parlait, il est souvent en Asie. Donc, en fait, quand on a des échanges, d'ailleurs, on voit sur ce plan-là
que les experts africains sont devant nous. Enfin, on peut le dire objectivement. Pourquoi ? Parce que depuis longtemps, ils ont à faire face à un certain nombre de réalités. Donc on l'a vu dès le lancement du forum en 2021. Donc ce forum, il ne met rien en œuvre. C'est-à-dire qu'il fait converger une variété de chercheurs, parce que tout part de la science vers la société. La question, c'est comment, en partant de la science, on adapte nos sociétés. C'est ça le but, et c'est simplement une contribution. Il faut d'autres initiatives, etc. Mais il ne met rien en eux, si ce n'est d'organiser la discussion, d'organiser la remontée de recommandations, de bonnes pratiques, pour ensuite les formuler, et ensuite que chacune des structures s'en empare. Concrètement, le forum, c'est d'un côté 10 groupes de travail internationaux, de l'autre côté des organisations. Les gens qui sont dans les groupes de travail ne sont pas là pour refléter en priorité leur organisation, qu'ils soient des Nations Unies ou d'une entreprise, d'une ONG. Ils sont là parce que c'est Serge, que c'est Anne-Françoise. C'était là pour partager dans cet espace tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils ont envie de partager au-delà de leur structure, parce que malgré tout, voilà, les gens dépendent d'une entité. Et à côté, les organisations, il y en a 150, sont là pour endosser ce que collectivement est dit. Alors ça a un intérêt, c'est qu'effectivement, oui, la ville de Lyon suit ça depuis le début. Ils se sont inspirés de Serge, de tas d'experts qui sont dans ce forum, et tant mieux. On est dans une démarche d'intérêt général, on ne parle pas de business. Donc on est aujourd'hui, cette fondation maintenant est abritée à l'Institut Pasteur, donc ça nous donne une surface internationale qui grandit, mais l'international n'exclut pas le local. Et c'est ce qu'on appelle ce mot glocal, c'est le local et le global, parce que, encore une fois, nous étions au mois d'octobre au Sénégal, et effectivement, on voit l'océan qui ronge aussi la Terre, comment il s'adapte. Enfin, voilà, on va pas des exemples, on en a beaucoup, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on est tous confrontés à ça, pour le coup. Tous confrontés à cet enjeu, ce qui a amené une conférence qu'on refera à Lyon au mois de novembre, troisième conférence, sur une sorte de nexus, de triptyque santé, environnement, social. Social au sens sociétal. Un exemple, on a eu un grand engagement du pacte vert européen, le Green Deal, et puis on n'a peut-être pas su accompagner les réglementations suffisamment à l'époque, et les agriculteurs à travers l'Europe se sont mis en grève. Bon, marche arrière, et puis maintenant on avait la CSRD qui était aussi une vraie avancée pour que les entreprises soient notées sur leurs compétences extra-financières, leur effort, on va dire, extra-financier. Et ça a été tout un processus, la CSRD. Et puis finalement, c'est aussi challenger. Alors, pourquoi c'est challenger ? Parce que voilà, il y a une insécurité mondiale face à ce désordre mondial. Et ce matin, je me réveille, j'entends un replay de Public Sénat avec Anne, avec Brigitte Autran, qui disent d'ailleurs, parmi tout ça, il faut du lien. Je dis, tiens, ça me prépare à notre table ronde. Mais après, je zappe pour couper, enfin, quand c'était fini, je passe aux informations. Et là, j'entends les milliards qu'il faut pour se réarmer. Et ça me fait mal à la tête. On voit des chars, des missiles, vous avez peut-être vu ça sur Télématin. Donc, voilà, un exemple, on se réveille avec ces deux réalités-là. Et on sait, les scientifiques savent, et je suis d'accord, pour faire peur, parce que c'est une réalité. J'ai passé 12 ans chez Mérieux, c'est des spécialistes de l'infectieux, il y a cette réalité de la biologie. Donc oui, on peut avoir une vague demain de quelque chose qui va survenir, qui va faire encore des milliers de morts. C'est pour pas qu'on dise, on ne nous a pas prévenu, on ne nous a pas dit qu'il y avait un risque. Il y a un vrai risque. Et effectivement, c'est l'agence touriste, comme tu disais, Françoise. Mais évidemment, il y a un autre risque avec des gens comme Poutine et d'autres, et il faut s'y préparer. Mais voilà, à des moments, on a l'impression qu'on n'est pas capable, quand on a, il y a 5 ans en arrière, la pandémie, de trouver les moyens qui sont nécessaires. Et là, il faut des milliards et des milliards et des milliards, et là, on va les trouver, quoi. Donc, il faut que cette génération aussi se dise, la priorité, c'est le vivant, d'abord. Et en bonne santé mentale, parce que tout le monde, certains leaders ne sont pas en bonne santé mentale aussi, visiblement. Mais bon, c'est un autre enjeu. Manifestement, mais là, c'est un autre débat. On aura une conférence sur la santé mentale, mais on ne parlera pas de celle de Trump et de Poutine. Merci Benoît. Je vous accélère. Vous avez fait une transition très bonne vers Anne-Françoise, parce que tu as parlé des... Je passe du vous au tu, pardon. On va essayer de rester sur le vous, même si je vous connais effectivement. Tu parlais de cet enjeu au fait, sociétal du One Health. J'ai dit quoi ? Voilà. Cet enjeu sociétal du One Health et effectivement, et ça c'est très important pour essayer de voir comment on peut mettre en œuvre, en faisant peur, mais pas que, sur l'enjeu de connecter le One Health économiquement parlant. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez à l'ANSES.
Absolument, merci. Alors, on a bien vu que pour décloisonner les différentes disciplines, c'était pas si simple. Et du coup, on a créé, nous, à l'ANSES, une direction des sciences sociales et économiques parce qu'on se rend bien compte qu'il faut un liant entre l'ensemble des disciplines parce que finalement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on sait tout ce qui se passe, comment se fait-il que la planète se porte encore aussi mal? On devrait pouvoir faire autrement. De fait, l'économie est très importante pour que la science puisse être appliquée et prise en compte à toutes les échelles du global au territorial, à la petite commune. Et on voit bien, si je prends l'exemple de la France, vous avez tous vu certainement passer les tracteurs et les manifestations des agriculteurs relayées à la télévision. Et ça, c'est venu du fait que l'agence dans laquelle je travaille produit des repères scientifiques pour les décideurs politiques qui dit, par exemple, tel pesticide dans l'eau, potentiellement, on peut le rendre responsable d'un cancer chez l'enfant, d'un cancer chez l'adulte, de problèmes endocriniens. Et donc, il y a un risque à continuer à l'utiliser. Donc, on émet un avis et on ne décide rien. Et le politique s'en saisit et il l'utilise ou pas. Et de l'autre côté, on a le monde agricole qui dit bah oui, mais nous, si on n'a plus nos pesticides, nos noisetiers vont mourir, nos betteraves ne poussent plus, nos tomates se flétrissent. Donc, pas d'interdiction sans solution. Donc, comment fait-on? Et du coup, on nous dit bah non, on ne va pas interdire parce qu'on n'a pas d'alternative. Or, ce qui est très important, c'est de pouvoir dire il faut sortir de ce qui est toxique et en même temps permettre aux gens dont c'est le métier de continuer à en vivre. Donc c'est de trouver des solutions économiques viables sur le moyen long terme et d'accompagner ces politiques-là. C'est pas de refuser la science comme justement Trump disant qu'il n'y a pas de problème avec le climat. C'est de dire il y a un problème, il y a des agences sanitaires, on a la chance de les avoir, qui nous proposent d'en tenir compte. Et maintenant, il faut trouver le financement vers l'agroécologie, vers l'agriculture sans pesticides, vers le bio, vers différentes solutions. Et pour trouver ce financement-là, comment fait-on? Est-ce qu'on ne peut pas repenser la responsabilité sociale et environnementale, la fameuse RSE, en l'appelant la responsabilité sanitaire des entreprises, de manière à ce que le secteur privé, qui de toute façon sera ponctionné parce que les caisses sont vides dans le secteur public, on l'a bien tous compris, puisse avoir d'autres leviers d'action que le monitoring, certes très important, du carbone produit, de ce qui relargue dans les eaux usées des usines de tout un chacun, mais de permettre à ce que les acteurs qui ont des moyens économiques puissent, avec l'associatif, avec les sciences sociales, développer des solutions innovantes au niveau local, au niveau national, au niveau international, en le faisant savoir et en travaillant avec d'autres, parce que c'est très important. Et c'est comme ça qu'on peut casser les silos. Et la deuxième manière de faire, c'est la pédagogie. Et suite à la crise Covid et à ce que disait Benoît tout à l'heure, pour vous expliquer très rapidement ce qui s'est passé sur les vétérinaires et les médecins. Les vétérinaires, quand il y a une épidémie, il y a un troupeau, on prend plusieurs échantillons de sang, par exemple, et on les mélange tous et on regarde s'il y a un virus dedans. S'il n'y en a pas, le troupeau va bien. S'il y en a un, là, on regarde individuellement si chaque bête est malade. On avait proposé de faire la même chose en santé humaine pour gagner du temps, en disant, ben voilà, on va prendre plein d'échantillons de sang humain. Si c'est négatif, c'est négatif. Et puis si c'est positif, on va faire le cas par cas pour gagner du temps. Et là, en France, les vétérinaires dépendent du ministère de l'Agriculture. Les médecins dépendent du ministère de la Santé. Donc, on a dit, ah bah non, les vétérinaires ne peuvent pas travailler avec les médecins puisqu'ils ne dépendent pas du même ministère, donc c'est pas possible. Et donc, on a perdu 6 mois. Et c'est ça, en fait, des silos. Et donc, du coup, on a créé un institut de formation qui s'appelle l'Institut One Health pour les décideurs en sciences du vivant, pour les décideurs en place qui n'ont pas de vernis en sciences du vivant. Parce que ça, c'est l'avenir aussi, c'est que les décideurs en place et les politiques puissent se former. Donc, cet institut One Health, il est hébergé à Lyon, au sein de VétaGrossup, et c'est 3 écoles, AgroParisTech, l'école de santé publique de Rennes et l'école vétérinaire de Lyon, qui ont créé cet institut qui a commencé à former. Et donc formation et nouveau modèle économique au niveau territorial et mondial, c'est l'avenir pour pouvoir désiloter. Et ça, c'est chouette parce que vous allez l'avoir, vous, cette formation et ces concepts
dont parlait Anne-Françoise. Vous parliez donc de trouver des financements, de trouver un modèle de transition économique viable. Et j'aimerais, Anne Sénéquier, qu'on parle du rôle du politique. On l'a vu, donc il ne doit plus avoir des silos et travailler ministère par ministère, mais avoir une entité plus large. Et au niveau international, est-ce que, par exemple, une gouvernance internationale serait souhaitable ou serait possible pour gérer tout ça, finalement? Quelque part, là aussi, ce serait du bon sens, en fait. On n'a qu'une seule planète, il faut une gouvernance... Absolument. On aurait besoin. En fait, la problématique, c'est qu'on a un problème commun. Donc, on se dit, mais ça devrait nous suffire pour pouvoir nous mobiliser autour de ce problème commun. Sauf qu'on n'a pas un intérêt commun à le résoudre parce qu'on est tous impactés de manière différente. Et ça, c'est un vrai problème. Et on le voit, par exemple, lors de la dernière réunion fin 2024 en Corée sur l'élimination des déchets plastiques. Donc, il y avait cette volonté de limiter cette submersion plastique qui nous impacte tous, autant environnementale que sanitaire, puisqu'on a retrouvé des microplastiques dans le liquide amniotique et dans les testicules aussi. Donc, c'est vraiment partout. Et in fine, cette gouvernance-là fonctionne sur le consensus. Et il y a certains pays producteurs de pétrole qui n'ont pas accepté justement la diminution de production de plastique parce que ça leur permettait de trouver d'autres débouchés à leur pétrole dans le contexte d'une transition énergétique. Donc on est parti encore une fois à la fin de cette conférence internationale sur un échec parce que justement il y avait des intérêts communs. Et quand on regarde les COP autant climatiques que biodiversité de cette fin 2024, il n'y a pas eu de véritable grand succès. Donc on a finalement cette difficulté aujourd'hui à mobiliser pas autour d'un problème commun, mais autour d'un intérêt commun qui passe en top priorité ou pas. Si vous êtes un pays insulaire, eh bien évidemment que ça va passer en top priorité, mais si vous êtes un pays qui s'est développé au milieu du désert avec comme seule ressource des énergies fossiles, effectivement, l'intérêt ne va pas être le même. Donc ça crée aussi une injustice environnementale sur laquelle on se base et qui, quelque part, du fait de... l'historique, les responsabilités historiques se calquent sur ces fractures nord-sud qui ont été économiques et qui aujourd'hui sont sur cette injustice-là. Et c'est vrai que maintenant, on a dans certains pays posé des normes pour essayer de changer la situation. Et en fait, tout ce qui n'est plus fait dans les pays à haute norme environnementale, disons, il va y avoir une exportation de la charge de contamination vers des pays dont la norme est moins suivie, où on n'a pas les ressources, n'a pas la formation pour justement se saisir de ce système-là. Et du coup, on a de nouveau, on a creusé encore plus cette fracture qui donne finalement à la moitié du monde l'impossibilité de s'accrocher à cette transition-là. Donc oui, effectivement, il y a cette nécessité aujourd'hui de cette gouvernance, mais afin de pouvoir en faire quelque chose de véritablement commun et global et qui fonctionne, encore une fois, pour éviter ces solutions pathogènes, on a besoin, dans un premier temps, de résoudre ces problématiques d'injustice environnementale. Et je vous retrouve, Anne-Françoise, dans ce que vous disiez tout à l'heure, de cette nécessité, finalement, de, dans un premier temps, aller chercher les financements, parce qu'il va falloir aller financer les formations, les accès aux brevets des technologies vertes dans les pays pour former, justement, à la gestion de ces déchets, à la gestion de l'adaptation au changement climatique et à toutes les autres limites planétaires. Ces pays-là, aujourd'hui, n'ont pas les financements parce qu'ils ont une autre urgence, sortir du mode survie, en fait. Et ça, c'est aussi important dans le raisonnement du principe de réalité. Et il y a cette nécessité, effectivement, d'avoir une cohérence. Et en Union européenne, par exemple, les pesticides qu'on a littéralement interdits sur le territoire de l'Union européenne. Et en 2018, parce que c'est les derniers chiffres que j'ai réussi à apprendre, on a exporté vers les pays du Sud 75 000 tonnes de pesticides qui sont interdits en Union européenne. Donc, on ne peut pas après dire « Ah ben non, vous ne faites pas les efforts et tout ça » si en plus on arrive à chercher un intérêt économique pour aller ensuite... Donc c'est un peu un cercle vicieux, il va falloir l'ouvrir à un moment donné pour changer la donne et se retrouver avec
un véritable intérêt commun à travailler dans le même sens. Et ça va être cette idée, pour conclure cette conférence, on est déjà à 1 heure d'échange et je vous avais promis qu'on vous laisserait du temps pour poser des questions. Donc là encore, je vais vous challenger, vous quatre, pour essayer de conclure rapidement sur la dynamique et finalement le levier à trouver pour créer une dynamique pour que cette santé dont on parle puisse être valable pour tous, en fait. Et pour reprendre le titre du forum, une santé durable pour tous. Serge Morand, assurer la santé de tous, mais pas que de tous les humains, hein, on est bien d'accord, vous l'avez compris, hein, de tous les animaux, de la planète, etc., de tout le vivant, en fait. Comment est-ce qu'on crée cette dynamique? Alors, vous êtes un peu pessimiste parfois, hein, vous dites, bon, pour l'instant, c'est pas transformatif, mais finalement, ces enjeux locaux dont vous nous parliez, comment est-ce qu'on le crée? Comment est-ce qu'on crée cette dynamique? Je rebondirai sur ce que j'ai entendu de la part de mes collègues et amis autour. Hein. Donc, c'est vraiment ce lien entre le global et le local. J'ai la chance de bosser aussi au niveau international dans différents forums. Bon, déjà, il y a le forum Sustainable Health, mais il y a aussi, je fais partie du haut panel d'experts One Health avec l'OMS, la FAO. Donc on voit bien qu'il y a des côtés qui se passent, hein, et des choses mais qui manquent aussi un peu le côté un peu transformatif, et ça parle aux pays. Je pense que là, il y a vraiment un souci au niveau des pays. Les organisations internationales, tous les forums, ça marche plutôt très bien. Mais par contre, dès qu'il s'agit de la mise en place par les pays, c'est là qu'on voit que ça bloque énormément. Par contre, on voit bien qu'au niveau local, y compris par des échelles administratives comme des villes, des entités, y compris aux États-Unis d'ailleurs, on voit que ça marche. Ça peut se faire parce qu'il y a un engagement citoyen. Et je pense que c'est ces deux choses-là qu'il va falloir articuler beaucoup plus. C'est qu'à un moment donné, il va falloir dire, je suis désolé, mais vous avez beau être président d'un pays qui est super bien, quoi, qui se présente, finalement, ce que vous faites, ça sert à rien, quoi. Et donc moi je discute pas avec vous, quoi, mais je discute avec des entités locales et on démontre comment on peut mettre en place. Je pense que ça va être vraiment ce côté-là. Alors le One Health, c'est vraiment très bien pour ça parce que on a une sorte de, je dirais, de légitimité maintenant grâce aux organisations internationales et un côté mobilisateur. C'est rentré dans beaucoup de pays, donc c'est rentré en France aussi, quoi. Donc ça permet finalement directement d'avoir l'intersectorialité, c'est-à-dire d'éviter de travailler en silo, de mettre un peu tout le monde ensemble, y compris au niveau local, et on peut travailler comme ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a peu d'effets transformatifs. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir le côté global, qui nous fait penser global, pour avoir cette vision transformative, et là, c'est là qu'on voit les enjeux citoyens qui sont aussi très forts. Donc les enjeux citoyens, la société civile arrive au niveau international par différents acteurs et au niveau local et voit directement sa transformation. C'est ça qu'il va falloir réussir à faire et rapidement, quoi, et à le montrer, quoi. Mesdames Miribel, je voulais vous donner la parole en dernier, mais ça rejoint exactement ce que vient de dire Serge. Donc du coup, je vous donne la parole maintenant sur ce pouvoir d'action des citoyens. C'est vraiment le message que vous avez envie que le public retienne et qu'il reparte avec. C'est vraiment ça aujourd'hui, hein, ce que vous voulez développer. Oui, entre autres, parce que bon, il y a le message de l'alerte, hein, de ces limites planétaires, de ces enjeux-là. Ça, c'est d'alerte pour nous faire bouger, comme il y a une alerte sur le champ de la sécurité internationale qui nous fait bouger de fait, ce vivant. Ça a été évoqué l'aspect économique, et c'est vrai qu'il y a aussi des études qui montrent, d'un point de vue l'impact économique de ne rien faire. C'est-à-dire à des moments quand on ne fait rien, on se retrouve avec des crises, des choses, et ça c'est des papiers très intéressants. Il y a les papiers qui montrent, parce que c'est assez récent quand même, qu'il y a des papiers qui montrent, parce qu'on nous disait souvent, oui mais prouvez-nous que le lien entre climat, humain, etc. Il y a 5 ans, c'était pas évident. Il y avait des intuitions, il y avait déjà des choses, des experts qui étaient en première ligne. Maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup plus partagées à ce niveau-là. Et un des enjeux, c'est aussi la solidarité. Parce qu'évidemment, on n'est pas égaux sur cette planète. Et c'est une vraie injustice, le fait que la planète est inégale. Et donc, on a un devoir de solidarité. Si on perd cette humanité de solidarité, d'accompagnement, on perd énormément de choses. Et donc, c'est une solidarité avec le vivant. Et elle nous amène effectivement à faire ces espaces de discussion pour l'opérationnel. Serge a raison d'insister là-dessus parce que on le prend en compte globalement, les experts, et on se dit effectivement le local,
le village, la communauté, la ville, c'est le lieu de prédilection pour mettre en œuvre. C'est plus facile qu'au niveau des ministères, etc. Mais il faut être au niveau, d'ailleurs, où Serge est le représentant français dans la quadripartite, OLEP, tout ça, c'est très important de pouvoir naviguer. Parce que la mise en œuvre opérationnelle va nous amener, par exemple, je parlais de cet événement au mois de novembre, on ne va pas faire que des conférences et des workshops comme on fait aujourd'hui, c'est important, c'est un point de départ, c'est ce qui fait avancer. On va lancer la fabrique One Health, ou OSH, quoi. Ça va être effectivement des acteurs autour de table qui vont travailler sur les projets, ils commencent déjà, et ce qui est bien, c'est que le fait qu'on ait bougé, je dis collectivement avec ce forum, des partenaires financiers comme l'Agence française de développement ont mis des lignes budgétaires pour aider maintenant la mise en œuvre de projets. Donc en fait, oui, c'est un message entre guillemets d'espoir face à l'alerte, d'être réaliste, mais quand on bouge, quand on prend des choses en compte, on a une influence aussi sur notre société, sur les décideurs. D'ailleurs, au plus haut niveau de l'État aujourd'hui, la dimension One Health est prise en compte. On a eu une réunion au mois de février qui s'intéresse à toutes ces questions-là. Donc voilà, c'est les efforts d'engagement des uns et des autres qui s'additionnent, qui font que ça s'organise. Et pour moi, le One Health, c'est un prétexte aussi, enfin un besoin sociologiquement de travailler davantage ensemble. Donc de cette santé partagée, dans un esprit de solidarité, de complémentarité. Oui, on a besoin des entreprises, on a besoin de leur innovation, on a besoin de l'engagement. Et les entreprises bougent encore plus quand les salariés, les familles, tout ça sont convaincus. On a besoin des professeurs, de l'éducation. C'est un ensemble de facteurs pour faire nos vrais choix de société et pas se retrouver aujourd'hui avec un dilemme de dire on a besoin de beaucoup d'argent pour le vivant et beaucoup d'argent pour fabriquer des bombes. Bon, voilà, on n'aimerait pas avoir ces dilemmes-là, quoi. Merci Benoît Méribel. Anne-Françoise Berton, vous, la piste que vous voulez développer, et c'est très intéressant parce que vous nous avez vraiment montré le rôle scientifique de l'ANSES, notamment pour essayer de convaincre les décideurs politiques, et on a bien compris leur rôle là-dedans. Pour vous, l'ère de la donnée et de l'IA peut être une piste pour le One Health. Absolument, on a parlé de la nécessité de démontrer la pertinence à agir, parce qu'on le sent bien, c'est assez intuitif, mais après, derrière, les choix et encore une fois, les arbitrages économiques reposent sur des preuves, et y compris les recommandations scientifiques. Sur la partie One Health, je dirais la partie zoonose est assez bien connue grâce, si je puis dire, au Covid, donc tout ce qui est transmission de l'animal à l'homme. Mais j'ai tendance à appeler le maillon faible du One Health la partie santé végétale et environnementale, la santé des sols, et bien sûr la matrice eau, donc l'or bleu, qui d'ailleurs est un objectif du développement durable, d'avoir de l'eau de qualité pour tous. Et si on commence à mesurer avec des données ce qu'on trouve dans l'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on trouve beaucoup de choses. Et si on capte ces données et qu'on les met dans un entrepôt de données à l'heure de l'intelligence artificielle qui permettent de croiser ce qu'on mesure avec la santé des populations qui habitent là, et ensuite de l'agréger au niveau d'un territoire, au niveau d'une région, au niveau de l'Europe, au niveau mondial, on peut faire de la recherche, parce qu'évidemment c'est de la recherche sur des données. Ça nécessite d'investir dans les bases de données, mais bon, le président Macron a fait un forum sur l'IA il n'y a pas très longtemps. Et donc nous, on a poussé pour qu'il y ait une création d'une base de données environnementale. Et ça s'appelle le Green Data for Health. Et à partir du 2 avril prochain, ça sera hébergé à l'ANSES, justement, puisque comme on est donc l'agence de toutes les santé, on veut pouvoir croiser ces données environnementales, quelles qu'elles soient, avec les données de santé humaine qui existent par ailleurs, puisqu'en France, on est quand même, on a la carte vitale, on a énormément de données disponibles. Et l'idée, c'est de pouvoir, avec cette approche aussi bien de données nationales mais territoriales, puisqu'on travaille aussi avec le think tank du monde agricole, sur des scores territoriaux One Health, puisque finalement chaque région a son empreinte. Le Nord n'a pas les mêmes enjeux que le Sud, où ils ont des problèmes de moustiques et de réchauffement climatique. C'est pas les mêmes, on ne fait pas pousser la même chose, c'est pas la même santé des industries de l'agroalimentaire qui viennent se fournir chez les agriculteurs localement. Donc c'est vraiment de décliner des scores et des recherches basées sur des données pour démontrer la preuve et l'incitation à agir pour les politiques publiques. Merci Anne-Françoise. Anne Sénéquier, je me tourne vers vous donc pour le tout dernier, le mot de la fin réellement. Quand on a préparé la conférence, vous m'avez parlé de votre petit garçon qui a 9 ans et qui, quand il vous parle, vous dit que vous ne parlez que de
catastrophe. Et ça vous a fait un peu réfléchir, et je pense que beaucoup dans le public peuvent se dire la même chose. Et du coup, vous avez voulu, dans un livre que vous êtes en train d'écrire, parler de l'océan de solutions qui se dessine aussi. Et donc j'aimerais qu'on termine sur ce message d'espoir avec peut-être quelques exemples de cet océan de solutions. On rejoint encore l'eau dans le mot océan. Oui, c'est vrai. C'est vrai que bon, j'en ai quelques-uns d'autres que celui-ci, mais en fait, je leur parle beaucoup de l'environnement et je leur fais voir des reportages, je leur parle de ce qui se passe, mais c'est vrai que malheureusement, en fait, ils m'ont fait remarquer que c'était un petit peu pessimiste. Et un jour où il est venu derrière moi sur l'ordinateur, il dit mais écoute, maman, c'est pas possible, là, c'est que des catastrophes ce que tu écris. Donc, effectivement, en faisant mes recherches, de toute façon, il y a des solutions qui émergent. Et in fine, j'ai commencé du coup à rajouter ce chapitre que j'alimente régulièrement et qui, dès le départ, s'est appelé un océan de solutions parce que j'avais envie qu'il y en ait plein et j'avais ce sentiment. Et c'est vrai qu'in fine, on est entouré de solutions. Après, je pense qu'au niveau médiatique, on est aussi entouré de mauvaises nouvelles parce que c'est ça qui fait le buzz et ça permet de faire passer des souhaits politiques et ainsi de suite. Mais c'est important de mettre en place cela. Donc maintenant, j'essaye de chercher mes documentaires good news et un petit peu tout ça. Et c'est vrai que dans ces solutions, j'aurais récupéré tout plein finalement, les solutions du local, effectivement, de la connaissance, et là on est parti dessus dès le départ, de l'atténuation, de la mobilisation internationale, les solutions législatives, les solutions de la conservation, les solutions basées sur la nature, le savoir indigène, les solutions technologiques. Alors, là, j'ai une petite parenthèse là-dessus, ça peut faire partie de la solution, mais c'est clairement pas une solution. Les solutions économiques, du design industriel, du changement de comportement, les solutions de la transversalité, et finalement tout ça, j'ai envie de dire, ces solutions, c'est un peu, on va le faire à la mode impressionniste, une petite touche par une petite touche, mais in fine, on va réussir à donner une nouvelle teinte dans ce tableau général. Et c'est vrai que, bon, en tant que psychiatre, après, je me permettrai de finir que je vois de plus en plus de patients éco-anxieux dans mes consultations, et c'est vrai qu'ils sont abreuvés de ces nouvelles, de ce qui se passe de l'autre côté de la Terre et de cette impuissance ressentie. Et dans ces cas-là, ce que je leur conseille, c'est vraiment de revenir sur le local, de pouvoir revenir sur une thématique qui les intéresse. Et il y a tellement de problèmes, alors c'est pas pour faire peur, mais il y a tellement de problèmes que quoi que l'on choisisse pour s'investir et pour changer la donne, eh bien on a trouvé cette petite touche de peinture que l'on peut rajouter au tableau. Et j'ai pensé, quand tu parlais tout à l'heure, Benoît, il y a un site internet que je conseille souvent à mes patients, c'est jeveuxaider.gouv.fr. Donc, autour de chez vous, ça vous permet de choisir une thématique sur laquelle vous voulez être investi. Il y a l'environnement, il y a la santé, il y a tout plein de choses. Et on peut soit s'investir énormément de temps ou juste quelques heures par mois. Et c'est participer au nettoyage de la forêt de Meudon, c'est participer à apprendre le français à des personnes qui viennent d'arriver en France et qui n'y arrivent pas. Donc cette façon de pouvoir agir, de ne plus être impuissant et de se rendre compte qu'on peut changer les choses au niveau local. Si moi je peux changer les choses au niveau local, il est fort probable que dans la rue d'à côté, il y ait quelqu'un aussi qui travaille sur autre chose et petit à petit, ça peut changer la donne. Et on revient sur cette notion de solidarité dont parlait Benoît Miribel. Merci beaucoup à tous pour cette conversation. On a encore du temps et je suis contente pour vos questions. Ah, et déjà des mains se lèvent, super. Alors il y a monsieur, il y a madame, il y a un micro qui va circuler. Alors peut-être monsieur qui a été le premier, et puis ensuite madame devant. Hop. Merci de faire passer éventuellement le micro. Voilà. Bonjour, on vous écoute. Ça marche, vous m'entendez ? Ouais, super. Bonjour à toutes et à tous. Simon Fellous, chercheur à INRAE. Coucou Serge, on se connaît. On a pas mal entendu parler du Covid aujourd'hui. Et vous avez parlé de science, les éléments scientifiques, la formation des élites, la formation des pas élites, d'ailleurs pour redéfinir la question d'élite. Mais quand on fait un petit rétrospectif sur les décisions qui ont été prises dans le cadre du Covid, mais dans d'autres, on voit bien que ce n'est absolument pas des éléments de science qui ont guidé la décision. Ce sont des questions de rapport de force, ce sont des questions de valeurs, ce sont des questions de groupes d'influence. Et donc j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on discute, comme dans ces assemblées entre personnes bien pensantes, et en fait, il y a machin, on a bien fait une analyse, on n'a pas assez de données, est-ce qu'on a assez de données ? En fait, on a les données.
Et en fait, d'une certaine manière, on fait le jeu de nos opposants politiques qui sont très contents qu'on soit en train de discuter ici. D'ailleurs, on les voit, ils ont financé tout ce qu'on est en train de faire. Et on dépolitise la question, parce qu'on ne peut pas faire tout à la fois. On ne peut pas parler de science en même temps qu'on est en train de parler de politique. Et je pense qu'il est important de recentrer la question sur les intérêts de qui. Qui est-ce en fait gagne à qu'on soit malade et qui est-ce qui gagne à ce que le vivant soit détruit. Et là, après, on pourra peut-être avancer. Merci pour cette question. Effectivement, la situation internationale et géopolitique a été plusieurs fois évoquée. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre? Oui, Serge. Peut-être très rapidement, merci. Merci aussi avec la question qui est un petit peu en dehors de la table ronde, hein, tout à fait. Et qui revient à cette idée de trouver un modèle de transition viable. Ça touche aussi directement l'engagement citoyen des scientifiques. On parle science en rébellion, on parle en ce moment sur les aspects aussi science pour debout science pour ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est vrai aussi le côté aussi de décriminalisation du discours scientifique est derrière, quoi. Et je pense qu'aussi on n'a pas fait aussi le bilan vraiment réellement du Covid-19. Je pense que ça commence à être fait. Il y a un papier, une étude qui a été faite rapidement. Finalement, quel a été entre les différents pays l'impact par exemple de la mise des gens qui ont été mis en lockdown, quoi. Et on voit finalement que l'impact a été plutôt négatif. Les pays qui n'ont pas enfermé, comme moi j'étais en Thaïlande, ça s'est bien mieux passé, quoi. Mais ça aussi, c'est aussi un côté de valeur. Et là, c'est là que je rebondis juste sur les valeurs que j'ai vraiment remarqué fortement, quoi. Alors je reprenais, j'étais en Thaïlande, j'étais très content d'être en Thaïlande. Pourquoi ? Parce que le ministère de la Santé faisait confiance aux citoyens et les citoyens faisaient confiance au ministère de la Santé, quoi. Ici en France, a priori, on ne peut pas faire confiance aux citoyens, donc il faut tout de suite militariser ou policer le citoyen, quoi. Je pense que c'est peut-être là-dedans aussi cette vision. Et j'avais fortement réagi il n'y a pas très longtemps sur une interview qui a été menée. C'était dans le cadre d'une émission sur France Culture, quoi, où on a démarré avec la phrase de notre président, quoi, nous sommes en guerre. Et là, je trouvais que c'était déplorable quand il a commencé à dire on n'est pas en guerre contre une crise sanitaire. C'est là qu'il faut faire preuve de solidarité, qu'il faut faire preuve d'explication, quoi. Et quand on se trompe, de le reconnaître. Et là, on veut particulièrement comprendre que des politiques puissent prendre aussi des décisions avec leurs propres valeurs, avec leurs propres responsabilités, pas avoir tout compris. Ça, c'est acceptable. Par contre, ce qui n'est pas acceptable, c'est de ne pas le reconnaître après qu'il y a eu des... Et là, on perd la perte de confiance du public, quoi. Je pense que c'est là aussi. C'est comment on recrée le lien aussi entre le... Merci. On a aussi une problématique de temporalité avec le temps politique qui est très court et qui doit répondre à des intérêts privés et individuels immédiats. Et c'est vrai que quand on parle de la science, le One Health, c'est là en l'occurrence tous les facteurs de risque sur lesquels il faudra agir, notamment vis-à-vis des maladies émergentes, eh bien ça dépasse largement le temps politique. Ça veut dire qu'il faut avoir un coût maintenant, et je ne parle pas qu'un coût financier, pour une amélioration éventuellement peut-être pour après. Donc si on avait des politiques qui pensent véritablement le bien commun, eh bien oui, on pourrait. Mais aujourd'hui, clairement, on n'a pas cette possibilité. Du fait aussi des lobbying qui sont à la manœuvre derrière et qui dépensent des milliards littéralement autant sur les industries fossiles que l'agroalimentaire pour justement aller contre ce qu'il faudrait faire quelque part. Merci. On va prendre une deuxième question. Oui, bonjour. Je vais laisser la place aux jeunes. Mais moi, je travaille sur l'interdépendance entre la nature et verte et bleue et la santé bleue, la Blue Health, depuis un petit moment. J'ai deux petites questions. La première, c'est comment vous embarquez les médecins avec vous sur ces questions. Et la deuxième, c'est le chlordécone, où vraiment on est sur un cas où 90% de l'eau de la Terre est empoisonnée et 90% des corps. Donc là, et ma question, c'est est-ce que ces îles pourraient être un laboratoire de nouvelle agrologie, de zéro pesticide, parce qu'on ne va pas leur en rajouter en plus sur ces questions-là. Anne-Françoise, peut-être. L'agence Tourisque. Merci pour les questions. Ah oui, alors du coup, je commence dans l'ordre. Alors les médecins, donc déjà on est au ministère de la Santé, c'est un bon signe. Deuxième information, le directeur général de l'ANSES est un médecin.
Et c'était l'ancien directeur général de la santé du ministère il y a quelques années. Donc c'est une passerelle très très importante qu'on est en train de développer justement en créant des partenariats avec les agences qui sont plus médecins, avec l'école des hautes études de santé publique, avec tout ce qui forme les médecins de santé humaine, pour que justement on sorte du One Health dans l'intérêt de la santé de l'homme. Parce que finalement, quand on parle Covid, c'est ça aussi. C'est comment on fait pour que l'homme se porte bien. Et puis, bon, ok, d'accord, il y a les animaux, il y a les chauves-souris, il y a l'écosystème, mais quand même, c'est l'homme. Et donc, l'idée, c'est que ce que j'appelle le maillon faible, petit à petit, se développe aussi avec les médecins. Et donc, typiquement, on travaille sur un certain nombre de programmes communs. Et la chlordécone en fait partie. Donc c'est une illustration. Alors certes, effectivement, c'est un bon cas d'école sur ce que je disais sur les arbitrages économiques. La chlordécone, on a alerté sur le fait que, de toute évidence, c'était toxique. Et pendant des années, pour des raisons économiques, on a continué à l'utiliser jusqu'à ce que les sols soient totalement pollués, qu'il y ait des cancers de la prostate, que les Antilles soient particulièrement touchées. Et effectivement, de par notre implantation, alors là je parle pour l'agence, on a un laboratoire à La Réunion. On travaille sur les Outre-mer comme sentinelle du One Health en pratique, aussi bien sur le réchauffement climatique, la raréfaction de l'eau, la réutilisation des eaux usées et le possible convoyage de gènes d'antibiorésistance dans le sol pour les végétaux, pour les animaux, pour les humains. La manière de faire de la transition agroécologique sans pesticides. Donc on est complètement là-dedans. Il y a un groupe de recherche justement interagence de programmes, vous connaissez probablement donc l'INSERM, INRAE, CNRS qui travaillent maintenant sur des stratégies de recherche. On a créé un groupe interagence de programmes One Health dont un des leviers d'action, ce sont les Outre-mer, laboratoires finalement du One Health et du changement climatique, pour ne pas reproduire un effet chlordécone bis. Mais c'est une très bonne illustration de la déconnexion entre la science et la politique publique. Et c'est ce pourquoi on agit en fait, et on veut absolument que les sciences sociales nous aident et que les transitions des modèles économiques nous permettent justement de ne pas être dans cette dichotomie interdit, pas interdit. Mais il faut interdire et il faut aider ceux qui doivent changer à trouver des solutions. Oui, pour répondre à votre question, on a des médecins dans le forum qui s'engagent avec aussi des urbanistes, des économistes. Donc c'est une grande variété, mais c'est des engagements de personnes. D'ailleurs, j'en vois un dans la salle, le docteur Casimiro Vizzini, qui est très engagé dans le forum, qui est là-bas au fond, vous pourrez lui parler. Donc il y a cette pluralité disciplinaire qui est là. Je voudrais excuser aussi Eric Orsena, l'académicien qui devait être avec nous, mais qui a eu un incident au salon de l'agriculture. Il a fait une chute et du coup il était coincé à domicile, il s'en est excusé. Mais parce que, pour rebondir sur ce que tu disais au niveau de l'eau, parce que son prochain ouvrage justement illustre aussi l'eau que nous avons dans notre corps, qui est très importante donc, pour faire le lien, et son ouvrage est très One Health. Merci Benoît, et merci effectivement d'avoir expliqué l'absence d'Éric Orsena. J'aurais dû le faire et je te remercie de l'avoir fait. Alors le micro a été passé, c'est vrai que je voudrais bien qu'on entende des jeunes, entre guillemets. Où est-ce qu'est le micro ? Mademoiselle. Bonjour, je ne sais pas si je fais partie encore de la catégorie des jeunes, mais merci à vous pour cet échange, et merci particulièrement à Anne Sénéquet qui a rappelé que mobiliser les jeunes c'était bien, mais de mobiliser toutes les générations c'était important, parce qu'on fait face à un problème collectif et on doit le traiter de manière collective. On a parlé des problèmes, on a parlé un petit peu des solutions. Moi, ma question, c'est quelles sont d'après vous les solutions prioritaires pour faire converger un impact positif environnemental et une meilleure santé ? Il y en a plein, il y en a qui relèvent de l'éco-geste. Je sais que l'ANSES a sorti hier une étude sur les bénéfices et les risques du régime végétarien. On pense spontanément à celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Et puis peut-être des solutions collectives pour lesquelles on pourrait se mobiliser avec notre casquette de citoyen pour nourrir ce rapport de force qu'évoquait monsieur. Voilà, peut-être une ou deux solutions prioritaires. Quelle solution prioritaire qui veut donner Alors, je ne sais pas si elle est prioritaire, mais moi j'aimerais bien
Alors, je vais utiliser le mot de schizophrénie. Et franchement, je ne suis pas contente avec ça parce que, en termes de psychiatrie, ce n'est pas du tout ce qu'on entend dans le néophyte, mais tant pis. Entre ce qu'il faudrait faire, les bonnes pratiques, et ce que le privé, le secteur du privé nous impose à travers le marketing, à travers les publicités. Et lorsqu'on se balade dans Paris, on a les publicités, ou même quand on regarde la télé, on a deux types de choses. On a la voiture, les produits ultra transformés. L'un comme l'autre sont néfastes et pour notre santé humaine et notre santé planétaire. Et c'est vrai que créer du désir pour des choses qui ne sont pas nécessaires et qui vont impacter notre santé et qui vont justement pousser les agriculteurs à garder cette filière parce que c'est celle-là qui a de l'argent et c'est celle-ci qui fonctionne, eh bien, est un problème, notamment parce que ça finance aussi les lobbies qui impactent véritablement les politiques. Donc aujourd'hui, alors on a une petite régulation, ça existe, régulation de la publicité sur le tabac, sur les alcools, donc on sait faire, mais il y a véritablement besoin de pousser là-dessus. Et s'il y avait un truc comme ça, alors encore une fois, je ne dis pas que c'est prioritaire, mais je pense que ça permettrait au moins de ne pas faire le grand écart cognitif sur ce qui est nécessaire et ce qu'on nous vend par ailleurs, d'être un petit peu cohérent là-dessus. Ce serait pas mal. Ça fait partie de l'idée de changer nos imaginaires aussi en nous proposant autre chose. Une autre question peut-être derrière, mademoiselle Angry. Oui. J'avais une question. Quand vous avez parlé de l'IA pour calculer du coup les bactéries et autres choses qu'il peut y avoir dans l'eau, on sait que l'IA utilise beaucoup d'eau pour fonctionner. C'est une très bonne question. Du coup, est-ce que vous pensez que les conséquences liées à l'IA sont mineures face aux bienfaits qu'elles pourront vous apporter ou pas ? C'est un peu en dehors de la conférence, mais c'est une très bonne question. Et c'est une question piège qu'on vous laisse, Anne-Françoise. Merci. Non, mais effectivement, c'est une excellente question. Et alors, de toute façon, oui, l'IA et les serveurs, quels qu'ils soient, on connaît leur impact. Et ce qu'il faut, justement, c'est éviter de les surmultiplier. Et nous, c'est pour ça qu'on a milité pour qu'il y ait un seul entrepôt et que l'ensemble des bases de données ne convergent pas physiquement dedans, qu'on mette en place un hub avec des tuyaux virtuels qui fassent communiquer ce qui existe déjà pour en tirer le maximum et qu'on fasse ça de manière nationale mais aussi européenne avec les agences avec lesquelles on travaille, puisqu'il y a une gouvernance du One Health qui se structure au niveau européen et une task force dans laquelle on est. Et l'idée, c'est que finalement, on ne peut pas s'affranchir des données qui vont permettre de démontrer la pertinence à agir. Ça veut dire qu'il faut être en capacité de les structurer de manière économique et écologique, mais on ne peut pas s'en priver. Par contre, dans la manière de concevoir le réseau, il faut absolument être éco-responsable. Donc il faut mutualiser, effectivement, et prendre déjà ce qui existe. Et non pas, voilà, c'est tout le sujet de l'interopérabilité qui revient un peu comme un serpent de mer d'ailleurs, mais pour lequel il faut à nouveau trouver des investissements économiques. Et là, comme il y a beaucoup de données qui peuvent venir des entreprises à nouveau du monde privé, je pense que ça fait partie de la responsabilité sociale et environnementale à faire bouger. Merci beaucoup. On va peut-être prendre les mains se lèvent, je sais, vous avez le micro, on va voir si on a le temps, monsieur. Et puis il y avait là-bas aussi le jeune homme. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à prendre parce qu'il va falloir... Allez-y. Bonjour, donc moi je suis Ève Desnoyers, je suis directrice d'un réseau de santé pour l'obésité pédiatrique. Je voulais rebondir un peu sur différentes choses qui ont été dites, notamment ce qu'a dit le monsieur. Une fois j'ai vu un documentaire sur la Russie et Poutine et à un moment il dit une phrase qui moi m'a marquée. Il dit l'important c'est pas la vérité, c'est ce que les gens croient. Et de ça, je pense que c'est très important, du coup, la façon dont on communique et de pouvoir communiquer le plus largement pour que ce que les gens croient s'approche le plus des vérités scientifiques qu'on a énoncées durant cette conférence. Et Anne Sénéquier, vous avez dit effectivement, ce qui est important, c'est que les gens voient un impact dans leur vie quotidienne pour pousser au changement et avancer. On a parlé des maladies infectieuses et du Covid-19. Moi, j'ai cette sensation, en tout cas, que dans la société, il y a comme une amnésie maintenant de ce qui s'est passé, en fait. Il y a eu un problème, un gros problème. Le problème, il est résolu, il est passé. Donc, les maladies infectieuses, ça fait plus trop peur. Et donc, je me dis qu'il y aurait un intérêt, en termes de communication, d'insister plus sur les maladies chroniques qui nous
qui touche de nombreuses personnes dans la société, pour assister du coup à beaucoup de conférences médicales autour de l'obésité qui est une pathologie chronique. Le sujet de l'environnement est clairement pas présent. Il est difficile de faire encore les connexions. On va parler de prise en soin des patients à titre individuel et on n'agit pas sur l'ensemble des déterminants de la santé. On n'a pas du tout de pensée autour d'une One Health. Et voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Alors, je vous remercie et je vais vous laisser réagir, mais je vous remercie d'avoir posé cette question et je vous invite, je ne sais pas si vous avez des places, mais il y a une deuxième conférence qui commence à 11h30 et qui va très clairement aborder ces sujets-là sur la manière dont nos modes de vie, en fait, plutôt l'environnement et nos modes de vie ont des relations. Et donc, toutes ces questions et ces questions des déterminants de santé, notamment des déterminants environnementaux, seront posées. Voilà, c'est une conférence qui commencera à 11h30. Merci d'en avoir parlé. Et Serge, je vous laisse réagir. Je vais réagir aussi rapidement. Merci aussi pour cette intervention d'avoir remis. Et c'est vrai qu'on a en ce moment un peu de dilemme entre une médecine qui se veut une médecine individualiste, et finalement une médecine de prévention qui va avoir une vision beaucoup plus collective. Et là encore, j'ai trouvé ça assez intéressant, les exemples d'Asie du Sud-Est où je travaille, où Singapour finalement a mis en place ce qui s'appelle, déjà quelques années, les jardins thérapeutiques, pourquoi c'est essentiellement comment maintenir une population de plus en plus importante de personnes âgées le plus longtemps en bonne santé, pour réduire finalement les coûts qui sont associés. Et là, ils ont développé ces jardins thérapeutiques en faisant finalement travailler ensemble des utilisateurs, mais en ouvrant ça comme étant des lieux sociaux, en mettant les aires protégées de Singapour pour finalement trouver les meilleures plantes qui ne soient pas allergènes, mais qui soient en même temps créateurs de biodiversité. Donc finalement, dans cette vision, dans une société hyper technologique, une vision aussi un peu collective de notre santé, et finalement de travailler sur la prévention, qui est que le parent pauvre, y compris dans le ministère de la Santé, même s'il prend ce nom-là, par rapport à une médecine de réaction et une médecine individualiste, notamment avec le danger peut-être de l'exposome, d'une vision purement exposome. Anne-Françoise. Je complète, je pense, avec un exemple. Serge a parlé de la confiance. Donc, il y a la communication et il faut avoir confiance dans les citoyens. Je prends l'exemple du Nutri-Score. Justement, vous parlez de l'obésité. Le Nutri-Score, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on met sur un paquet la lettre A, B, C, D ou E. Là, aujourd'hui, le ministère de la Santé est en faveur du nouveau Nutri-Score qui est un peu plus strict que le précédent. A rendu son avis favorable. Le ministère de l'Agriculture, pour l'instant, ne s'est pas prononcé, au motif que ça peut, par exemple, faire passer le Roquefort ou le Comté ou l'AOP-X à nouveau du monde agricole dans la catégorie E. Mais au final, les citoyens, si on leur fait confiance, ils peuvent choisir à quel moment ils veulent mettre du Comté ou boire du vin ou prendre quelque chose qui est riche en matières grasses, parce qu'ils sont informés et ils seront en mesure d'arbitrer. Et la raison pour laquelle ça n'est pas accepté encore, c'est qu'on a peur des conséquences économiques. Et donc, on ne fait pas confiance finalement dans le libre arbitre. Donc, c'est là où il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau, à nouveau, je remets les sciences sociales et la communication pour qu'on n'ait à nouveau pas ces deux silos sur ce même sujet. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait des signes désespérés et je suis désolée, il faut vraiment qu'on rende la salle à 11h. Je suis désolée, il faut qu'on rende la salle à 11h pour que les personnes puissent sortir et que les autres rentrent. C'est les consignes que j'ai. Je suis désolée, je vous invite, peut-être que vous pourrez poursuivre cette conversation parce qu'il y a encore plein de choses à dire, j'en suis consciente, dehors. Merci en tout cas à tous de votre attention et voilà, vous repartez avec des pistes, j'espère, le plus concrètes possible pour agir. Voilà.